Alors bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une partie très plaisante à suivre. La quatrième partie du championnat du monde d'échecs 2023 jouée entre Ding Liren et Jan Niepomietchier. Alors dans les trois premières parties, ça a commencé par un match nul, puis une victoire du russe Niepomietchier, puis encore un match nul. Donc le chinois est mené 1-0 ici. Et il a les pièces blanches. Et il va ouvrir avec le pion C4. Alors cette partie elle est intéressante à plusieurs titres d'ailleurs, parce que déjà dans l'ouverture anglaise, cette mobilisation du pion C, du pion de l'aile, qui est plus rare que les coups E4 ou D4 que l'on peut trouver habituellement dans la plupart des parties. Donc C4, l'ouverture anglaise. Et puis cette partie, elle va être également enrichissante sur le jeu positionnel. Il va y avoir des belles manœuvres, des belles idées, de la belle compréhension de jeu. Alors C4 a été joué. Alors il y a beaucoup de réactions possibles à C4. Donc Niepomietchier choisit de jouer cavalier F6, cavalier C3, le pion au centre 5, cavalier F3 qui attaque le pion, donc cavalier C6 qui défend, E3, et là, fou B4. Et cette sortie du fou, elle est critique. Parce que là, les noirs peuvent à tout moment échanger le fou contre le cavalier. Provoquer une modification du matériel, on n'aura plus les mêmes pièces si le fou s'échange contre le cavalier, c'est un échange asymétrique, mais également une modification structurelle, selon que le pion B ou le pion D reprennent. Alors dans la position, Ding Liren, il a joué dame C2. Et Niepomietchier a pris le cavalier. Donc là, il y a même trois choix de reprise. Du pion B, du pion D ou de la dame. Je ne sais pas ce que vous auriez choisi dans cette position. Vous pouvez réfléchir un petit peu d'ailleurs pour me dire ce que vous auriez préféré comme reprise en C3. Ici, Ding Liren, il a choisi de reprendre du pion B. Il y a des grands maîtres qui préfère reprendre de la dame, pour préserver la structure de pion et doubler les attaques sur le pion en E5. Mais Ding Liren a choisi de reprendre du pion B. Déjà, la reprise du pion D, elle peut être effectuée, mais surtout quand le pion n'est pas en E3, pour que le fou puisse sortir rapidement. Mais là, avec le pion en E3, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Autant reprendre du pion B qui rapproche un pion du centre et qui va pouvoir soutenir plus tard la poussée D4. Alors les noirs ont joué D6, c'est normal. Les noirs n'ont plus leur fou de case noire. Donc ils vont chercher à ériger une structure de pion solide sur case noire. Et en plus, ils ouvrent la diagonale de développement au fou de case blanche. Et là, peut-être un coup que pas beaucoup d'entre nous auraient joué, c'est E4. Alors que le pion avait déjà joué en E3, maintenant il vient en E4. Il y a plusieurs raisons à ce coup. Déjà, jouer E4, c'est priver les noirs de ce même coup. Les noirs ne pourront plus pousser en E4. Donc le pion E4 vient fixer le pion en E5. Et puis, si on veut développer le fou sur cette diagonale-là, à un moment donné, il faudra bien, même quand on a avancé le pion D2, il faudra bien avancer le pion E3 en E4. Donc, le pion en E4 vient bloquer le pion en E5 et progressivement, on ouvre la diagonale au fou. Alors, les noirs ont fait petit roc. Fou E2. Et là, Niepomietchier va avoir un plan que j'aime pas trop. Il va jouer cavalier H5 pour ensuite placer le cavalier en F4. Et après cavalier H5, les blancs vont avancer en D4 et sur cavalier F4, les blancs vont échanger, ils vont faire fou prend cavalier, pion prend, ce qui va détourner le pion noir du centre. Alors on va regarder ça puisque c'est la partie. Mais moi dans cette position, comment j'aurais joué? Alors je suis très loin du niveau de Jan Niepomietchier bien entendu, mais en tout cas cette position je l'aurais pas joué comme ça. Il faut comprendre que les noirs doivent plutôt engager un combat sur des cases blanches, parce que les blancs ont une pièce en moins pour combattre sur les cases blanches, du fait qu'ils ont un fou de case noire qui ne pourra jamais combattre sur les cases blanches. Alors comment combattre, si engager un combat sur les cases blanches? Eh bien, c'est essayer de mobiliser le pion F en F5, pour s'en prendre au pion en E4. Donc il faut bouger le cavalier. Et j'aurais tendance à jouer H6, pour libérer la case H7 au cavalier, et en plus, le pion H6, ça permettra de contrôler la case noire G5 et de s'opposer à un futur fou G5, par exemple. Donc, cavalier H7, et après, la poussée en F5, qui va permettre au fou et à la tour d'appuyer cette poussée et d'essayer d'ouvrir la position, de s'en prendre au pion E4, qui est un verrou central sur les cases blanches. Mais dans la partie, je vous l'ai dit, Niepomietchier a choisi cavalier H5. Alors bien sûr, il dirige le cavalier en F4. Il ne faut pas que Ding Liren accepte que le cavalier puisse s'implanter en F4 et attaquer le fou, le pion. Donc, il va pousser en D4. Mais avant de s'intéresser au coup de la partie D4,
il faut songer pourquoi Ding Liren n'a pas fait cavalier prend E5, avec l'idée de se venger sur le cavalier en H5. Parce que le cavalier en H5 est sans protection. Il est en l'air. Une pièce en l'air, c'est une pièce qui est sans protection aux échecs. Et en plus, il est sous le viseur du fou. Donc on pourrait chercher à faire une attaque à la découverte, à faire cavalier prend. Mais en réalité, c'est une fausse bonne idée pour les blancs. Parce que les noirs peuvent reprendre du cavalier. Et après fou prend, déjà les noirs peuvent récupérer le pion C4, mais ils ont même un meilleur coup. C'est le coup dame G5, qui vient attaquer le fou et attaquer le pion G2. Si le fou revient en F3, le cavalier peut l'éliminer, pion prend, la dame arrive en G2 et elle s'implante dans le camp des blancs. Et si les blancs cherchent à jouer D4 pour attaquer le cavalier et attaquer la dame prend en G2, vient attaquer la tour. Ça, c'est pas une bonne situation pour les blancs. Donc dans la position, quand Jan Nepomniachtchi joue cavalier H5, il ne redoute pas l'idée cavalier prend E5 qui attaquerait son cavalier. Mais Ding Liren, il joue D4, il engage le combat sur les cases noires. Cavalier F4. Et là, fou prend cavalier, pion prend. Et finalement, les blancs, ils ont un trio de pions ici qui conquiert tout l'espace. Regardez cette prise d'espace. Et le pion F4, qu'est-ce qu'il apporte aux noirs? Pas grand-chose. Donc, pour l'instant, cette position, je la trouve plus confortable avec les blancs. Alors, bien sûr, les noirs pourraient essayer de jouer G5 pour protéger le pion F4, peut-être un jour pour essayer de jouer G4, mais la mobilisation du pion G ne fait que finalement affaiblir la position du roi noir. Et puis c'est aux blancs de jouer en plus. Hein. Dans la position, les blancs ont fait petit roc. Nepomniachtchi joue dame F6, vient protéger préventivement le pion F4. La dame, elle met également une pression sur le pion D4. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Attaquer le pion D4 n'a pas de sens puisque le pion C3, il est là. Et d'ailleurs, les deux pions les plus importants chez les blancs, c'est C3 et D4. Parce que les blancs, ils doivent tenir le contrôle des cases noires. Vous savez, quand vous avez une lutte de fous de même couleur, il y a fou de case blanche contre fou de case blanche, ce qui est important, c'est d'éviter de se faire enfermer le fou de case blanche derrière une structure de pions fixée sur case blanche. Par exemple, les blancs, ça n'aurait pas de sens pour eux de jouer D5, parce que si les blancs jouent D5, ils amassent les pions sur case blanche, donc ils entravent toutes les diagonales du fou de case blanche et ils donnent les cases noires à l'adversaire. Vous voyez, sur cavalier là, cavalier prend, on peut même reprendre de la dame, et le fou de case blanche n'a pas vraiment d'avenir. Alors que les blancs ont plutôt des pions sur case noire et un fou de case blanche qui peut aider les évolutions. Alors que le fou de case blanche et les pions sur case blanche, ça fait double emploi. Donc, vous allez me dire, oui, mais il n'y a aucune raison pour que les blancs jouent D5. Mais les noirs, ils pourraient chercher à bouger leur cavalier et à jouer C5. Pour venir attaquer D4 avec le pion et avec la dame, d'où l'intérêt de presser le pion D4. Vous allez me dire, le pion et le cavalier défendent. Mais le cavalier, on pourrait aussi essayer de l'éliminer par la sortie du fou de case blanche. Essayer de jouer fou G4 pour prendre le cavalier et après engager un combat contre le pion D4, notamment par cette poussée en C5. On voudrait que le pion D4 s'échange contre le pion C5 s'il venait en C5 ou que le pion avance pour conquérir la case E5 et forcer les blancs à mettre des pions sur case blanche, ce qui enfermerait le fou de case blanche, le mauvais fou. Donc c'est un peu l'idée des noirs. Ils vont essayer de jouer dans cette idée. Mais vous allez voir que Ding Liren va désamorcer tout ça, et de belle manière. Alors pour l'instant, c'est à Ding Liren de jouer. Il a joué tour F1. Tour E8, bon, on met une petite pression. Et là, Ding Liren a joué fou D3. Il aurait pu aussi jouer H3, pour priver le fou de cette case en G4, et de ce possible échange fou contre cavalier. Mais il a préféré jouer fou D3. Donc fou G4 arrive. Et là, c'est embêtant pour les blancs, parce que sur fou prend cavalier, déjà, il faudra reprendre du pion, ce qui casse la structure. Et puis, le pion D4 serait plus vulnérable. Dès que le cavalier bouge, la poussée C5, ça attaquerait deux fois et le cavalier blanc serait plus là pour défendre. Donc fou G4, c'est intéressant. Alors, comment va faire Ding Liren? Il joue cavalier D2. Il soustrait son cavalier au possible échange en F3. On ne redoute pas la poussée F3, bien qu'il faut la surveiller sans arrêt quand même. Hein. Mais cette poussée en F3, comment on peut faire? Parce que ça impacte le roc blanc, mais on peut jouer G3, on peut contre-pousser. Et on ne redoute pas les infiltrations de la dame en H3 avec les menaces de mat en G2, parce qu'à tout moment, le fou peut revenir en F1, contrôler la case G2 et repousser la dame noire. Donc cavalier D2 a été joué. Et regardez, là, ça va être un moment critique. Nepomniachtchi joue cavalier A5. Alors on peut se dire,
Qu'est-ce que c'est que ce cavalier qui vient au bord? Incapable d'aller en B3, le pion C4 est attaqué, mais très bien défendu, bien sûr, par le fou et le cavalier. Qu'est-ce que c'est que ce coup? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour libérer le pion C. Les noirs veulent jouer C5. Ils veulent inciter les blancs soit à prendre, soit à pousser, pour pouvoir conquérir la case 5 et s'implanter ici, sur la case 5. Et plus les pions seront sur case blanche, moins le fou de case blanche sera efficace. Donc les noirs veulent jouer C5. Alors qu'est-ce qu'on va jouer avec les blancs? Bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver l'idée de Ding Liren, une belle idée, une idée de grand maître, une idée positionnelle. On ne peut pas gagner quelque chose tout de suite, hein, bien sûr. C'est de la compréhension de jeu, essayer de trouver comment désamorcer cette poussée C5 des noirs. A tout de suite. Alors, à quoi vous avez pensé? Certains auraient peut-être pensé à jouer E5, pour libérer la dame et le fou pour attaquer le pion H7. Mais quand vous jouez E5, les noirs peuvent prendre plusieurs fois en E5, et même si les blancs prennent le pion H7, le fou devra rentrer à la maison, et la structure de pion des blancs, ce sera un peu désagrégé, hein, surtout après E5, prise, on se retrouve avec des pions doublés isolés ici, un pion isolé ici. En réalité, si vous avez pensé à E5, Ding Liren, c'est ce qu'il veut faire. Il veut pouvoir jouer E5, mais sans se faire échanger par le pion D. Alors regardez ce qu'il va faire. Déjà, n'oublions pas que les noirs menacent cette poussée C5. Donc il va jouer C5 lui-même, pour priver les noirs de ce coup. Et après la prise en C5, ça a dévié le pion noir du centre et du contrôle de la case E5. Et maintenant E5 arrive. Avec l'attaque de la dame et la libération de la diagonale pour attaquer H7. Alors les noirs ont joué dame H6. Ils sauvent leur dame en défendant H7. Mais maintenant, regardez D5. Les blancs ont donc sacrifié un pion, hein, parce que les noirs ont pris en C5 et les blancs n'ont pas repris. Mais c'est ce qu'on appelle une domination positionnelle maintenant. Les blancs, ils ont un fort centre de pion. Il y a un cavalier noir ici aux fraises, en A5, on ne sait pas ce qu'il fait. Il est perdu, il s'est perdu là-bas au bord de l'échiquier. Il n'a pas de case. La dame en H6, bon, c'est pareil, elle n'est pas non plus énormément à la fête. On voit qu'il n'y a pas de synergie dans le jeu des noirs. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent attaquer. Donc les blancs ont un meilleur centre, une meilleure concentration de pièces, une meilleure centralisation donc. Alors tour D8 a été joué, mais vous voyez, c'est 4. On vient solidifier. Ok, les blancs, ils ont un pion de moins, mais ils ont une domination positionnelle. Alors B6 a été joué, pour donner la case B7, mais vous savez, même si le cavalier vient en B7, tant qu'il n'a pas accès à la case D6, il ne joue pas quand même. H3, on questionne le fou. Alors bien sûr, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si les noirs sacrifient leur fou contre les deux pions? Par exemple, fou prend, pion prend, et dame prend. Là, le principal problème pour les noirs, c'est que la dame, elle est esselée, en fait. On peut jouer fou F1, repousser la dame, ou fou E4, contrôler la case G2. Les noirs, même s'ils ont un petit échec, il n'y aura pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas de pièce noire capable d'aider la dame. Le cavalier, il est trop loin, et les tours n'ont pas accès à la 6e rangée, parce que les pions contrôlent évidemment toutes les cases ici. Donc, une dame seule on ne va pas pouvoir réussir à créer un jeu contre le roi blanc. Donc, si on prend en H3, tout simplement, on va perdre une pièce contre deux pions, mais il n'y aura pas de suite dans l'attaque. Donc, le fou a reculé en H5. Et là, les blancs jouent fou E4. On se méfie quand même de ces poussées en F3. Tour E7. Ah oui, la tour ne peut pas prendre en E5. Enfin, elle peut, mais il y aurait fou prend H7 échec, et la tour E1, après, se venge sur la tour noire. Vous voyez, si les noirs prennent, on fait fou prend échec, dame prend. Bon, il ne faut pas oublier que notre dame était attaquée. On peut échanger les dames. Et on prend en E5 après, en attaquant le fou. Donc, ici, les noirs ont joué tour E7. Ils veulent doubler les tours pour attaquer E5. Dame C3 en défend, tour E8. Et là, fou F3 a été joué. Permet à la tour de venir défendre le pion. Cavalier B7. Peut-être que Ding Liren n'a pas très bien joué le prochain coup. Il a joué tour E2. Bien sûr, son idée, c'est de pouvoir faire coulisser la tour en E1 pour contrer la pression des tours noirs sur le pion en E5. Mais le problème de jouer tour E2, c'est que la tour va permettre, et pas assez protégée en fait, et ça va rendre le pion E5 cloué. Donc les noirs en profitent pour jouer F6. Parce que si les blancs prennent, ils vont perdre une pièce, parce qu'il y a les deux tours qui attaquent la tour E2 en fait.
Donc du coup, les blancs peuvent pas prendre en F6, et les noirs s'apprêtent à prendre ce pion, et à gagner la case D6. Le recyclage du cavalier qui n'avait pas de case. Dans la partie E6 a été joué, et vous voyez, le cavalier est venu en D6. Donc, ce qui aurait été peut-être préférable de faire ici, plutôt que de jouer tour E2, c'est d'échanger les fous de case blanche, vous y avez peut-être pensé, et mettre le cavalier en F3. Ça protège bien E5, le cavalier, la dame et la tour protègent bien la tour en E1. Donc maintenant, sur F6, on peut prendre. On peut prendre avec la dame qui pourra reprendre encore. Donc les noirs n'ont pas accès à la case D6 avec leur cavalier. Mais dans la partie, je vous l'ai dit, tour E2 a été joué. Donc F6, E6 et le cavalier à la case D6. Tour 1, et regardez le cavalier. Tout à l'heure en A5, c'était un cavalier poubelle en fait. Et maintenant il est venu en B7, il a gagné la case D6, il arrive en F5. Et en F5, il vise quelle case? La case D4, protégée par le pion. Un cavalier qui sera rayonnant, qui sera solaire ici dans la position. Alors que tout à l'heure, il était puni au bord de l'échiquier. Incroyable destin de ce cavalier. Regardez, il y a eu fou prend, dame prend, tour E4 attaque le pion, dame H6 défend, dame F3 double attaque sur le pion, G5 aurait été le meilleur coup pour les noirs. Mais Niepomniachtchi, il se fait griser ici par son cavalier qui vient en D4. Il attaque la dame. Alors bien sûr, on peut prendre en F4. C'est pas si évident d'ailleurs pour les blancs de prendre en F4, parce que vous prenez en F4, il y a l'échange des dames, mais il y a ce clouage maintenant sur la colonne, et donc les noirs peuvent jouer C6 pour essayer de casser le pion D qui protège le pion E. Et après, même essayer de jouer tour D8 pour gagner ce pion D. Si le pion D saute, le pion E va tomber, vous voyez. Donc en réalité, après cavalier D4, dame prend F4 n'est pas une si bonne idée pour les blancs. Et là, je vais vous inviter à trouver le coup qui va être le coup gagnant de la partie. Un coup critique qui va complètement modifier le caractère de la position. Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Ici, le cavalier D4. Il va être très mal récompensé de son voyage. Cavalier B7, cavalier D6, cavalier F5, cavalier D4. Le cavalier D4, il n'aura pas sa carotte. Tour prend cavalier. Le sacrifice de qualité. Merveilleux. Quelle belle idée. Oh, regardez, après pion prend, c'est en fait le cavalier D2 qu'on avait tendance à oublier dans la position qui va triompher. Cavalier B3 va attaquer le pion D4, et après le cavalier peut chercher à venir en F5 ou en C6, ça va attaquer la tour ici, ça va attaquer la tour, ça va attaquer la dame, et finalement le cavalier, il n'est pas inférieur au tour. Au contraire, les tours noirs ici, elles font peine à voir, elles sont passives, elles sont totalement dominées. Le cavalier, il va être rayonnant en F5 ou en C6. Il va escalader la position, le cavalier. Alors vous voyez, c'est excitant. Ce cavalier noir qui se fait éliminer, et le cavalier blanc qui arrive en B3 et qui va triompher dans la position. Mais j'étais un peu vite quand même. Je vous parle de cavalier prend D4, puis de cavalier qui vient en C6 ou en F5, mais si les noirs jouent C5 pour consolider, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait s'intéresser à la prise en passant, puisque le pion est venu en C5, donc il y a la possibilité de faire la prise en passant, mais il y a même mieux. Regardez, D6, attaque la tour. Et sur tour prend E6, c'est joli ce qui se passe. Tour prend. Et là, D7. On menace la dame. Alors, qu'est-ce que les noirs peuvent faire pour éviter la dame? Ils n'ont que tour D6 en réalité. Alors, on a des petits coups amusants. On pourrait jouer dame D5 échec, parce qu'après tour prend, pion prend, les noirs ne sont pas en mesure d'empêcher la promotion. Mais on a bien sûr beaucoup plus simple. Dame A8 échec, oblige roi F7, et dame E8. Avec un joli mat, la dame attaque sur la diagonale et contrôle la verticale, l'horizontale, pardon, et la verticale. C'est ce qu'on appelle le mat de Cosio. Donc après cavalier B3, les noirs ne peuvent pas jouer C5. Ils doivent garder le pion C7 au contrôle de la case D6. Parce qu'après C5, on a donc D6 et on a les deux pions passés liés pour les blancs, qui sont décisifs. Donc cavalier B3, belle idée. Les noirs ont joué G5. Cavalier prend D4, donc on cherche à arriver en F5. Dame G6, prive le cavalier de la case F5, mais G4 pour redonner la case F5. La prise en passant. Alors, il faut la connaître, la prise en passant. Vous savez, quand un pion avance de 2 cases, le pion noir peut prendre sur le passage. C'est possible.
Mais bon, on reprend et la dame assurera l'arrivée du cavalier en F5. H5, cavalier F5 attaque la tour qui se décale en H7, qui coulisse en H7. Dame E4, une petite menace tactique. Il y a un vis-à-vis dame-dame. Donc on menace cavalier E7 échec pour ramasser la dame noire après. Donc roi H8, les noirs évitent l'échec. E7, dame F7, D6, menace D7, pion prend, cavalier reprend la fourchette. Donc les blancs vont récupérer la qualité. Cavalier prend, dame prend. Et dame E6, attaque le pion en F6. Alors bien sûr, dans cette position, si on compte le matériel, c'est égalité. Dame-dame, tour-tour, et 4 pions contre 5. Non, 5 pions contre 5. C'est une égalité matérielle. Mais évidemment, la position, elle est sous totale domination des blancs. Le roi noir, il n'a pas d'abri. Le pion E7, c'est comme une pièce. Ici, ça paralyse les noirs. Et on a l'attaque en F6. Donc, roi G7. Tour F1, on menace la prise. Tour H6, on défend. Tour D1, on menace l'arrivée de la tour en D8. F5, attaque la dame. Alors, on pourrait prendre en F5 immédiatement. Parce que sur dame E7, on aurait tour D7, le clouage. Mais Dingliren est plus astucieux, il fait d'abord échec, puis il prend sur F5 en faisant échec, tour F6, il rentre en H7 sur échec, roi E6, il joue dame G7, il ne redoute pas dame prend pion parce qu'il y a tour E1 qui ramasse la dame. Tour G6 attaque, dame F8 et abandon de Niepomniachtchi. Alors bien sûr, si la dame prend, on reprend, on fait dame. Si la dame prend E7, il y a toujours tour E1 qui gagne la dame noire. Et si la tour revient en G8, on a plusieurs façons de jouer, mais tour D8, c'est ce qui est le plus simple. Sur dame prend, on prend la tour sur échec. Sur tour prend, on reprend avec une défense en rayon X. La tour et la dame se protègent comme ça en transparence. Donc dans la position, après dame F8, abandon de Jan Nepomniachtchi. J'ai bien aimé particulièrement 2 moments critiques. Celui-ci, quand les noirs ont joué cavalier A5 pour préparer la poussée C5. J'ai bien aimé le coup C5. Pour dévier le pion noir, jouer E5. Et après jouer D5, on a donné un pion au noir pour avoir ce centre de pion. Et cette meilleure coordination de pièces. Et le deuxième moment critique que j'ai aimé, c'est lorsque le cavalier arrive en D4. Qu'il a fait un long périple. On va sacrifier la qualité avec le coup KD B3, le cavalier qui va récupérer le pion D4 et après s'insérer dans la position noire, escalader la position noire, la structure noire. Et bien sûr, sur C5, on l'a vu, la poussée D6 qui va bien. Sur la prise en E6, on échange, on joue D7 et on finit par le petit mat de Cosio. Magnifique. Bien voilà, j'espère que cette partie vous aura intéressé, autant l'ouverture anglaise que le jeu positionnel, le jeu stratégique dans le milieu de jeu, et également les petites pointes tactiques. C'était très, très enrichissant, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez laisser des commentaires, faire part de vos impressions, partager la vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître, et puis mettre des pouces, bien sûr. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite de ce championnat du monde. Au revoir à tous.